Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attaque à un problème un petit peu délicat qui a de nombreuses applications. C'est l'étude du terme de marée, du phénomène de marée. Pour expliquer les marées, on va voir qu'on est obligé de considérer que le référentiel géocentrique n'est pas rigoureusement galiléen. Et donc, on va mettre en évidence, en équation, et on va expliquer qualitativement également pourquoi à la surface de la Terre, on a un point des côtes, surtout sur les bords des océans, il y a deux marées hautes, il y a deux marées basses. Et le phénomène de marée, plus généralement dans le système solaire, permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Par exemple, le fait que la Lune nous montre toujours la même face vue de la Terre, ça c'est un effet de marée de la Terre sur la Lune. Ici, on va voir que les marées océaniques, c'est un effet de la Lune sur la Terre principalement, et aussi un petit peu du Soleil, mais là c'est un petit peu aussi l'inverse. Et le jour solaire également a été progressivement allongé au fur et à mesure des ères géologiques. Il y a 350 millions d'années, le jour solaire ne faisait que 22 heures contre 24 heures aujourd'hui. Donc ça, c'est un effet de marée, de friction des masses liquides sur la Terre, donc un frottement entre les masses solides et les masses liquides qui ont fait que la Terre s'est progressivement ralentie. D'ailleurs, l'année dernière, au concours CCP-MP, il y avait une épreuve qui traitait également de l'éloignement de la Lune, le fait que la Lune s'éloigne de la Terre à 3,5 cm par an. Et donc tout ça également peut être relié au phénomène plus global de marée. Les anneaux de Saturne pourraient certainement aussi pouvoir s'expliquer au moins en partie par la dislocation par effet de marée de gravats cosmiques donc au voisinage de Saturne, et probablement également le même phénomène pour d'autres planètes du système solaire. Alors, j'arrête là cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et donc on va expliquer un petit peu d'où vient le terme de marée, le terme différentiel de marée. On va voir que c'est un petit peu délicat. Alors j'ai représenté la Terre ici, le centre de la Terre, le centre de la Lune, et puis on va voir qu'on va faire cette étude donc dans le référentiel géocentrique. Donc le référentiel géocentrique est un référentiel qui est en translation par rapport au référentiel de Copernic, c'est-à-dire que ces axes ne tournent pas. On peut s'arranger éventuellement pour mettre l'un des axes selon l'axe des pôles géographiques de la Terre, mais ça n'est pas une obligation. Et donc on va travailler dans ce référentiel géocentrique. Alors si on dessine le Soleil, donc le référentiel de Copernic, qui est notre référentiel galiléen de référence, donc le plan de l'écliptique est le plan de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Donc l'axe des pôles qui est incliné par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique, au plan de la trajectoire de la Terre d'une vingtaine de degrés. Donc le référentiel géocentrique, il est centré sur le centre de la Terre, donc avec des axes qu'on peut prendre parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Mais comme le centre de la Terre décrit une ellipse de très faible excentricité, en réalité pratiquement un cercle, on peut, voilà, donc on n'a pas, le référentiel géocentrique n'est pas galiléen, puisqu'on se rappelle le critère pour qu'un référentiel soit galiléen, il faut qu'il soit en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen, donc le centre de la Terre effectuant ces cercles-là, eh bien, donc le référentiel géocentrique en toute rigueur n'est pas galiléen. Et justement, aujourd'hui, on va affiner cette description, on va voir dans quelle mesure qu'est-ce qu'on néglige quand on considère qu'il est galiléen. Alors, je vais prendre une particule de fluide qu'on va assimiler à un point matériel de masse m qui appartient ce qu'on appelle le bourrelet océanique. Donc on prend un modèle très simple, on sait que la Terre est revêtue à plus de 70% d'eau. Donc on fait comme si la Terre c'était un centre solide, parfaitement sphérique, ce qui ça aussi est faux, entouré d'une masse d'eau. Et on va voir que cette masse est déformée par effet de marée, par l'attraction de la Lune et du Soleil. Eh bien on considère donc un point m de masse m auquel on va appliquer donc le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel géocentrique, et ce référentiel géocentrique donc est considéré comme non galiléen. Il est en translation par rapport au référentiel de Copernic. Alors écrivons directement donc la somme des forces qui s'exercent sur ce point. On va voir que pour décrire les marées, on va être obligé de tenir compte de termes que l'on néglige habituellement. C'est l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Donc le terme principal, bien entendu, c'est le terme d'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc je vais noter G de T en M
le champ de gravitation de la Terre en m. Alors, G de T en m, donc c'est moins G masse de la Terre sur le rayon terrestre au carré. Donc, on pourrait même utiliser des notations intrinsèques, c'est-à-dire fabriquer un vecteur unitaire qui va de T vers m. Donc, en disant donc, que ça va faire moins G masse de la Terre, vecteur Tm sur Tm au cube. Donc, en l'écrivant comme ça, bien sûr, la force de gravitation continue de varier en 1 sur la distance au carré. On a fabriqué un vecteur unitaire, c'est Tm sur norme de Tm, d'où le cube. Et on va utiliser un peu cette notation partout dans ce qu'on va faire dans ce petit cours sur les marées. Donc, surtout ne parle pas du poids. Hein, je te rappelle que le poids, ça n'est défini que dans un référentiel lié au sol. Hein, donc, surtout ne parle pas du poids de m, ça n'a pas de sens dans le référentiel géocentrique. Et puis, donc, on va rajouter l'attraction du Soleil sur le point M et l'attraction de la Lune. Voilà, ce sont les deux termes principaux qui arrivent après l'attraction de la Terre. On pourrait éventuellement même, pourquoi pas, tenir compte de l'attraction de Mars, de Jupiter. On va négliger ces autres termes, ils sont négligeables. Et puis, donc, il faut qu'on rajoute la force d'entraînement du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Copernic. Donc, moins la masse fois l'accélération d'entraînement. Et l'accélération d'entraînement, c'est accélération du centre de la Terre dans le référentiel de Copernic ou de Kepler. La force de Coriolis est nulle, je ne l'écris même pas, le vecteur oméga est nul, le vecteur rotation est nul. Donc voilà l'écriture de ce principe fondamental de la dynamique dans le référentiel géocentrique à une particule de fluide. Et donc, on voit qu'on a besoin d'exprimer l'accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic. Donc, il y a une autre étape. Cette étape, c'est d'appliquer le théorème du centre d'inertie à la Terre dans le référentiel de Copernic considéré comme galiléen. Donc, masse de la Terre fois accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic. Donc, c'est la masse de la Terre fois le champ de gravitation du Soleil sur le centre de la Terre. C'est évidemment le terme principal. Si on se contentait de ce terme-là, on décrirait la trajectoire circulaire de la Terre. Hein, on retrouverait la troisième loi de Kepler. Je ne vais pas faire ça ici. Mais on va voir qu'on va rajouter l'attraction de la Lune également, qui va intervenir. Si on en tient compte ici, il faut également qu'on en tienne compte au niveau de la Terre pour expliquer les marées. Et je néglige l'attraction des autres astres sur la Terre de la même manière qu'ici, j'ai négligé par exemple l'influence de Mars. Donc on va être cohérent dans cette approche. Donc on voit que l'accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic, c'est la somme du champ de gravitation du Soleil sur le centre de la Terre et de la Lune. Et donc on peut réinjecter ça ici, et c'est ce qui va nous faire apparaître ce qu'on appelle les termes de marée. Donc petit m. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper GS en m moins GS en T. Donc là, on a l'attraction du Soleil sur M moins l'attraction du Soleil sur le centre de la Terre. On va voir que c'est ce qu'on appelle le terme différentiel de marée, parce que c'est une différence de deux termes. Donc moins GL en T. Donc ça, c'est le terme de marée solaire en M. Et ça, c'est le terme de marée lunaire en M. On va voir qu'il est sensiblement à peu près un peu plus de 2 fois plus grand que le terme de marée solaire, ce qui fait qu'on ne peut pas négliger le terme de marée solaire, même s'il est moins important que le terme de marée lunaire. Alors, rien qu'avec ça, essayons déjà d'expliquer qualitativement le phénomène de marée sur la Terre. Donc, la déformation du bourrelet océanique. Donc, mettons-nous sur l'axe TML. Donc, Terre, particules de fluide et Lune alignée. Donc, si on regarde un petit peu ces termes-là, donc on pourrait peut-être détailler un petit peu. Alors, regardons donc GL en M, donc là on est en vectoriel, hein, donc on a des vecteurs, moins GL en T. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est moins G masse de la Lune, donc Lune au carré vecteur UX. Allez, je vais mettre un vecteur UX comme ça, dirigé du centre de la Terre vers la Lune, moins, donc plus GML
distance Lune au centre de la Terre, soit 384 000 km actuellement, donc vecteur UX. Alors qualitativement déjà, si on dessine ces deux vecteurs, donc l'attraction de la Lune au point M, donc on voit que dans cette configuration, le point M est plus proche de la Lune que le centre de la Terre, donc c'est un vecteur dirigé vers la Lune, et donc l'opposé de l'attraction de la Lune sur le centre de la Terre, ça va être un vecteur dirigé dans l'autre sens, parce que c'est l'opposé, mais on voit que le centre de la Terre est plus éloigné de la Lune que M. Donc on voit que la différence, c'est ce terme qui nous intéresse, est bien dirigé vers la Lune. Donc ça c'est delta GL en M. Et de l'autre côté, donc le terme d'attraction gravitationnelle en M est plus petit que celui au centre de la Terre, puisqu'il est plus éloigné de la Terre. Et donc on voit que la somme vectorielle des deux est dirigée telle que la déformation du bourrelet océanique nous le laissait deviner. Si on regarde ce qui se passe pour des points en quadrature, c'est-à-dire avec L, T et M faisant un angle droit, donc là on voit que le terme d'attraction gravitationnelle de la Lune est dirigé dans ce sens, et que donc si on lui soustrait le terme d'attraction sur le centre de la Terre, on obtient donc par construction vectorielle un delta G Lune qui est comme ça, donc ce qui explique que voilà, sur ces points-là, le bourrelet océanique est rapproché du centre de la Terre, donc et pareil de l'autre côté, bien évidemment, par symétrie. Donc, avant d'aller plus loin et d'estimer ce terme de marée quantitativement, on voit déjà, alors faisons une approximation, allez, admettons que l'axe des pôles vient vers nous et que donc le plan de rotation de la Lune, c'est dans le plan de l'équateur, ce qui n'est pas rigoureusement vrai, mais approximativement vrai. Eh bien, on sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, si on imagine voilà, que la forme de ce bourrelet ne change pas, mais que c'est le noyau solide de la Terre, la partie solide de la Terre qui tourne ici autour de l'axe des pôles, on voit qu'un point particulier de la Terre, donc ici on est en marée haute, on voit qu'on a une épaisseur plus importante. Ici on va passer en marée basse, quand la Terre tourne, marée haute et marée basse. Donc on explique qualitativement qu'il y a 2 marées hautes par jour et 2 marées basses par jour. On peut revenir sur l'approximation qu'on vient de faire, c'est-à-dire que on a considéré pratiquement que la Lune était immobile durant la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. En réalité, la Lune elle-même tourne avec une période d'un peu plus de 27 jours. Donc, c'est ce qui explique que en fait, les marées sont décalées entre elles. Donc, entre 2 marées hautes, 2 marées basses, il n'y a pas pile 12 heures, mais il y a 12 heures et 25 minutes. Donc, voilà, il y a ce rapport 24 sur 27 et quelques qu'il faut rajouter donc, comme intervalle de temps à cause du décalage donc, de la Lune dans sa rotation autour de la Terre. Donc là, on a expliqué déjà plusieurs phénomènes, l'existence des marées hautes, des marées basses en un endroit du globe et aussi ce décalage de 50 minutes à chaque nouvelle marée, de 50 minutes par jour entre les 2 marées hautes ou 2 marées basses. Alors, on pourrait estimer ce terme de marée par un développement limité parce que donc là, on a la distance Lune, point M à la surface de la Terre et la distance LT au centre de la Terre. Bon, la distance LT, c'est 384 000 km. LM, il va être assimilable au rayon terrestre, donc 6400 km. Donc, on va essayer d'estimer ça. Oui, donc là, je m'aperçois qu'il y a une petite faute de signe. C'était plus et moins. Donc, on va faire un développement limité de ce terme. On va mettre GML en facteur. Donc, facteur de 1 sur LM au carré. Donc, LM au carré, c'est la distance Lune-Terre moins le rayon terrestre. Donc, 1 sur D, la distance Terre-Lune, moins RT carré. Donc, moins 1 sur D carré. On va utiliser la formule du binôme, on va faire un développement limité en RT sur D. RD c'est 6400 km, D c'est 384 000
km, donc c'est tout à fait justifié. Alors on va mettre vecteur UX, comme ça on aura l'orientation aussi du terme de marée. Donc ça va faire 1 plus 2 RT sur D moins 1, vecteur UX. Donc on voit bien que c'est positif, donc ça fait environ 2G masse de la Lune, rayon terrestre sur la distance Terre-Lune au cube, vecteur UX. Donc si on prend un point de l'autre côté, ici on aura un plus, donc là un moins, et on voit bien que le terme sera dans l'autre sens. Donc voilà une estimation du terme de marée. Donc il varie proportionnellement à la masse de la Lune et inversement au cube de la distance entre le centre de la Terre et la Lune. Et ce terme, donc, il est de l'ordre de 10-6 mètres seconde moins 2. Donc on voit que c'est tout à fait négligeable devant par exemple le terme d'attraction, l'accélération de la pesanteur, 9,8 mètres seconde moins 2. Mais en tout cas, pour expliquer les marées, il faut tenir compte de ce terme. Alors on pourrait également comparer les termes de marée dus au Soleil et dus à la Lune. On voit que quand on fait le quotient, une estimation delta GS ou delta GL sur delta GS, donc le terme de marée lunaire sur le terme de marée solaire, en fait, il va y avoir deux effets qui se compensent. C'est sûr, la masse de la Lune est très petite devant la masse du Soleil. La masse de la Lune, je trouve, c'est de l'ordre de 7 10 puissance 22 kg. La masse du Soleil, c'est de l'ordre de 2 10 puissance 30. Donc on voit effectivement que voilà, il y a presque un rapport de 10 puissance moins 8 entre les deux. Mais au niveau des distances, ça va dans l'autre sens, puisque là on a la distance Terre-Lune au cube, donc divisé par la distance Terre-Soleil, l'unité astronomique, 150 millions de kilomètres, la distance Terre-Soleil, alors que la distance Terre-Lune, c'est, on l'a dit, 384 000 km. Et donc quand on fait ce quotient-là, voilà, on obtient 2,2. Donc un truc qui n'est pas négligeable pour le Soleil, hein, même si son effet est beaucoup moins important que celui de la Lune. Alors, est-ce qu'on peut expliquer maintenant pourquoi il y a parfois des forts coefficients de marée ou des petits coefficients de marée, des marées de fortes eaux, des marées de faibles eaux, comme on dit? Alors, je vais peut-être refaire un dessin parce que il commence à être un peu encombré. Donc, voilà, imaginons on a la Terre, on a la Lune ici. Alors, il se peut que le Soleil vienne renforcer l'effet de marée dû à la Lune. C'est quand il est soit dans cette configuration-là, donc là il éclaire la face cachée de la Lune, donc on est dans ce qu'on appelle une nouvelle Lune. À ce moment-là, on voit que les deux effets vont se superposer. Bon, évidemment c'est très exagéré. Si on est dans l'autre sens, si le Soleil est là, il éclaire la face de la Lune que l'on connaît, donc on est en pleine Lune. Alors, évidemment, le Soleil ne masque pas totalement les rayons du Soleil, hein, évidemment. Et donc là, on voit qu'on est dans des marées de fortes eaux. Les deux effets se cumulent. Si au contraire, le Soleil est dans cette direction-là, il va produire un bourrelet océanique qui a une forme qui va s'opposer, entre guillemets, qui va compenser celui de la Lune. Donc là, on aura des marées de faibles eaux. Alors évidemment, tout ça, ce sont des études très sommaires. Évidemment, il y a beaucoup d'effets locaux dans les marées. On ne peut pas simplement expliquer l'amplitude des marées avec un modèle aussi simple. Mais enfin, déjà avec des considérations de gravitation accessibles à Newton, on voit qu'on a quand même réussi à expliquer plusieurs phénomènes. L'existence de 2 marées hautes par jour, de deux marées basses par jour, le décalage de 50 minutes par jour entre 2 marées hautes ou 2 marées basses, et puis l'existence de marées de fortes eaux et de faibles eaux en regardant l'effet cumulé de la Lune et du Soleil qui peuvent être soit allant dans le même sens, soit allant en sens contraire. Voilà. Donc, on peut aussi souligner que quand on considère que le référentiel géocentrique est galiléen, traditionnellement, on ne tient compte, par exemple, pour l'étude des satellites artificiels terrestres, que de l'attraction de la Terre sur ces satellites. On néglige les termes de marée. Donc là, on comprend mieux, on contrôle mieux les approximations. On voit que finalement, au voisinage immédiat de la Terre, c'est la force d'entraînement qui vient compenser l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune.
Et donc, ça on ne le savait peut-être pas quand on étudiait le référentiel géocentrique et qu'on pensait qu'il était approximativement galiléen. Bien sûr, on a ce critère de dire on va travailler sur de faibles durées par rapport à la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Hein, mais voilà, c'est encore plus satisfaisant de voir ça parce que là, on comprend mieux pourquoi, si on néglige l'attraction du Soleil et de la Lune, en fait, on compense également le caractère non galiléen du référentiel géocentrique. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a intéressé. C'est pas forcément évident d'étudier les marées, mais j'espère que voilà, tes idées sont un petit peu plus claires sur la question. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.